Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet boum, pour une nouvelle vidéo. Une vidéo normalement que vous attendiez si vous suivez les débriefs, les libres antennes sur la chaîne. Bref, si vous êtes des pirates de la boxe, je vous l'avais promis, je vous l'avais annoncé, une vidéo qui me tient à cœur et ça me fait vraiment plaisir de le faire car j'espère qu'on va pouvoir expliquer par le menu euh, ce passage, ce changement de paradigme en ce qui concerne la boxe qu'on a vécu il y a plusieurs décennies de ça, où la boxe, un sport qui était devenu un sport mainstream, et peu à peu, plus rapidement qu'on le croit, devenu un sport de niche. Et on va le regarder, ce changement, au travers d'une institution sportive américaine, donc quelque part mondiale, qui a fait cela, c'est l'institution Sport Illustrated. Voilà, Sport Illustrated, un magazine hebdomadaire euh, américain consacré au sport, évidemment, une institution, s'il en faut, une institution qui euh, véritablement a eu très longtemps ce rôle d'instituer les légendes du sport aux yeux du grand public, du large public, aux yeux de l'amateur de sport en général, et non pas du fan hardcore spécifique. C'est-à-dire que pour nous, la boxe, évidemment, l'institution qui fait encore aujourd'hui loi, c'est Ring Magazine, on est bien d'accord, mais Sport Illustrated, c'était le niveau au-dessus. Le niveau au-dessus en termes de stardom. Le niveau au-dessus qui faisait que une star ou une légende euh, euh, véritablement apparaissait aux yeux du plus grand nombre et était instituée clairement dans la société quand on était le sujet de Sport Illustrated. Généralement, votre vie changé. Et Sport Illustrated, on va commencer par une anecdote, mais une anecdote incroyable, c'est que en fait, c'est aussi une histoire française. C'est incroyable à savoir, mais Sport Illustrated commence en 1954, quelle belle année, 1954, et on va dire que cherche un peu son ton, cherche un petit peu sa place pendant quelques temps, et puis les années 60 arrivent, et avec les années 60 arrive un homme qui va diriger Sport Illustrated un long moment, et cet homme est un Français. Cet homme est un Français qui s'appelle André Laguerre. André Laguerre qui aura été à Dunkerque en 1940, qui aura été aux côtés du général de Gaulle à partir de là. Voilà, André Laguerre va ensuite vivre sa vie aux États-Unis et va diriger Sport Illustrated dans les années 60 et va donner le ton. Ce ton avec cette exigence de, en termes d'écrit. Voilà, on est toujours comme Ring Magazine, on est toujours dans une tentative d'être des écrivains de sport, de laisser des grands textes. Voilà, dans cette exigence aussi de visuel où la photo de sport va changer avec André Laguerre. Et puis aussi André Laguerre, alors ça c'est peut-être son petit côté français, mais il faut le savoir, André Laguerre est l'initiateur, l'inventeur de quelque chose qui fait encore référence aujourd'hui, c'est la swimsuit issue de Sport Illustrated. C'est ce numéro spécial qui chaque année est attendu euh, de tous, évidemment, et qui a tellement marqué, en tout cas ici, qui a tellement marqué la société, et qui a certainement aussi changé les mœurs, et aussi contribué au stardom de grandes mannequins, s'il en est. Allez, on va faire tout de suite une petite anecdote. Voilà, par exemple, une star féminine de ces années-là, une mannequin star, c'est Christy Brinkley. Christy Brinkley, alors, qui va faire, c'est une des premières à faire plusieurs couvertures de suite, plusieurs numéros de suite, ça va devenir une top modèle. Alors certains diront qu'elle a toujours été au niveau starlet, mais sauf que c'est une starlet qui a duré longtemps, puisque elle fait des apparitions dans des films. Elle est le fantasme de Chevy Chase dans
Vacation. Voilà. Alors ça, c'est culte ici. Ça n'a pas passé trop l'océan, mais voilà. Et on a revu Christie aussi dans Park and Recreation. Bref, Elle Macpherson aussi, le stardom, comment dire, la position de star et, le statut de star de Elle Macpherson a été bien sûr euh, fait par Sport Illustrated. Entre autres, Tyra Banks a fait sa carrière quelque part grâce aussi à Sport Illustrated. Ben, bref, Sport Illustrated a marqué la société par plein des aspects forts, a marqué la société américaine, comme je vous dis, comme et dans ces années-là. Et n'oublions pas aussi dans ces années-là, je vais vous parler des années 60, surtout 70-80, qui est vraiment une sorte de pic pour notre sport. Voilà, Sport Illustrated, en fait, impactait tellement et donnait le ton des mentalités sport et de la vision du sport et de la vision des légendes et de l'émergence de légendes. Voilà, parce que les États-Unis, même s'ils étaient dans une guerre froide avec l'URSS à l'époque, en ce qui concernait la guerre culturelle, elle était proprement, de façon implacable, gagnée par les États-Unis. Et donc, la culture sportive aussi, voilà, ce qui fait que quand on devenait un sujet qui revenait souvent à Sport Illustrated, le statut de légende n'était jamais très loin. Et donc, aussi, ce que je vous exprimais avec André Laguerre et son exigence de publier des grands écrits de sport a fait que Sport Illustrated aussi s'est attardé aussi à des grands sujets de société liés au sport à l'époque et aussi à des grandes histoires de sport. Voilà. Et on n'attendait pas des décennies et des décennies pour les ressortir, des grandes histoires de sport qui étaient vues comme telles. Et Chuck Wepner, à cette époque où il arrive à donner une opposition surprenante qu'on n'attendait pas, à surprendre Mohamed Ali, Chuck Wepner, à la suite de ça, a eu sa couverture et son sujet et sa couverture dans Sport Illustrated. Ce qui aussi vous remet en place. Chuck Wepner, à ce moment-là, a impacté le monde du sport. Et donc, c'est normal que, voilà, Stallone ait eu cette idée de Rocky en regardant le combat, parce que il n'était pas seul à avoir, comment dire, intellectualisé ou avoir écrit là-dessus. Voilà, il n'est pas le seul à ce moment-là. Ça traverse la société, pour remettre dans le contexte. Donc, c'est extrêmement important de voir notre sport au travers Sport Illustrated. Ce livre, vous avez vu, j'ai fait plein d'annotations. Ce livre est donc un almanach de toutes les couvertures de cet hebdomadaire de 1954 à 2010. Et ça nous permet de voir l'évolution de notre sport, la boxe, au travers de Sport Illustrated. Et finalement, dans cette période de temps, quelles ont été véritablement les légendes qui ont marqué les amateurs de sport en général. Et vous allez voir, il y a des choses qui sont très intéressantes à redire de ça. Voilà. Alors, autre chose qui est intéressante, c'est que avec Sport Illustrated, on peut voir on peut avoir la preuve de quels ont été les combats qui ont cristallisé l'opinion, qui ont été à la une de l'attention, véritablement. Pas que pour, encore une fois, nous, les fans, et même les fans de l'époque, les fans hardcore de boxe, mais pour les amateurs de sport en général, ce qui a dominé l'opinion à cette époque-là. Pourquoi ? Parce que au moment du firmament de la boxe sur Sport Illustrated, c'est-à-dire les années 70 et les années 80, 70-80, vous ne serez donc pas étonné que les grandes légendes de cette période aient été aussi poussées par
cette institution. Mais à cette grande période, eh bien, enfin, et pas seulement à cette grande période, Sport Illustrated va encercler, si je puis dire, des grandes dates de boxe. Et donc qui vont être des grandes dates pour le public en général. Et ça va commencer d'ailleurs avec l'une des premières grandes figures de Sport Illustrated en termes de combattants, c'est Floyd Patterson. Et le combat Floyd Patterson-Igmar Johansson est un combat qui va être au centre de l'attention sportive américaine. Sport Illustrated va généralement 2 semaines avant la date faire sa une sur le combat, et la semaine qui suit refera encore sa une sur le combat et le résultat du combat et ce qu'on peut en dire. Et ça, le fait que Sport Illustrated va encercler, comme je vous le dis, des combats, ça va être essentiel pour comprendre l'intérêt et comprendre l'importance de certains combats. Et donc, c'est une stratégie éditoriale qui va pendant des décennies que Sport Illustrated va suivre. Et donc, vous allez voir que des figures vont vraiment émerger, et pas que des figures américaines. La figure, dans les années 70, une figure qui revient dans Sport Illustrated et qui montre en quoi il est légendaire avant même qu'on pense à ces grands combats des années 80, c'est la figure de Roberto Duran. Alors Roberto Duran va avoir pour lui, et c'est quand même assez impressionnant, va avoir pour lui 8 couvertures de Sport Illustrated dans son histoire. Pour remettre dans le contexte, Carl Lewis n'en aura que 6, à la différence de Roberto Duran qui en a 8. Bon, d'autres ont fait beaucoup plus que Roberto, ne vous inquiétez pas là-dessus. Mais par exemple, John McEnroe en aura 7. Roberto Duran est une figure ultra importante des années 70 et est vu comme le poids léger de l'histoire de la catégorie déjà à ce moment-là. Il est incroyable de se rendre compte que Sport Illustrated a véritablement mis le paquet sur le duel de Duran et de Jesus, qui aujourd'hui c'est presque des duels qu'on aurait complètement oubliés dans la carrière de Duran. On ne voit que Duran quand il monte de poids, quand il est déjà dans une autre partie de sa carrière, mais non, les années 70, Roberto Duran est quelqu'un qui va revenir énormément dans Sport Illustrated. Aussi les années 80, bien sûr, la figure de Léonard et donc de Duran va être importante. Le combat de Montréal est ce dont tout le monde parle quand on aime de sport en juin 80, notamment sur Sport Illustrated. Et puis les années 80 qui sont vraiment un firmament, c'est-à-dire que là, même en termes de pourcentage de couverture consacrée à la boxe, c'est la décennie la plus importante pour Sport Illustrated, les années 80. Et donc, bien sûr, je ne vous étonnerai pas que Léonard Hearns, les 2 combats d'ailleurs, seront le sujet principal de Sport Illustrated, que l'avènement de Mike Tyson va être suivi par Sport Illustrated, va être suivi avant même qu'il soit champion. C'est-à-dire que Sport Illustrated aussi, si je ne me trompe pas, en janvier 86, font leur une sur Mike Tyson. C'est la première apparition de Mike Tyson dans un très très grand média généraliste. C'est la une en janvier 86, c'est-à-dire que le phénomène Tyson, vous comprenez, le phénomène apparaît et naît avant même qu'il obtienne la ceinture le 22 novembre 86 contre Trevor Berbick. Voilà, extrêmement important à comprendre. Et la figure de Tyson et cette aura Tyson va être extrêmement suivie par Sport Illustrated dans les années 80. Mike Tyson, au final, si j'ai bien compté, aura 15, au final dans toute sa carrière, aura eu 15 couvertures de Sport Illustrated. Et ça, c'est ultra important. Alors, aussi un combat qui va cristalliser l'attention, et ça vous le savez certainement, c'est aussi
Larry Holmes. Larry Holmes aura énormément de couvertures aussi. Holmes en aura 6. Et 6 principalement dans les années 80. Ça commence en 80 avec son combat contre Mohamed Ali et il y en aura d'autres dans les années 80. Mais le duel entre Larry Holmes et Michael Spinks sera extrêmement suivi. Sera aussi en haut de l'attention du public sport américain. Ça, on l'oublie aussi. Et bien sûr, comme je vous le disais, Mike Tyson, avec notamment sa réunification de titres, avec cette vie bigger than life, sera Mike Tyson, bien sûr. Quand les problèmes arriveront, bien sûr, Mike Tyson, il y aura un changement. Peu à peu, vous allez voir un glissement de Sport Illustrated en termes rédactionnels où Tyson est moins vu sur le côté sportif, mais devient ou peu à peu vu sur le côté médiatique et de cette vie incroyable. Notamment, il y a une couverture avec Robin Givens que je vous mettrai là dans les années 80. Puis bien sûr, quand il y a son jugement, alors là, ça va devenir une question sociale. Ça sera traité sur l'angle social selon Sport Illustrated. Comme je vous le dis, il est vraiment passionnant de revoir ces affiches. Ben voilà, vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir. Non, hop, voilà, vous voyez le Larry Holmes ici. Voilà, Larry Holmes, on est le 1er juillet 85, une cover spéciale lui étant concernée. Who's the greatest? Me. Cette période où Larry Holmes pouvait battre tous les records, justement. On était en pleine période où il allait justement affronter Michael Spinks et avec des combats vraiment discutables. A-t-on volé une part de la légende à Larry Holmes? Voilà, déjà, on est dans ce questionnement à l'époque. Bien sûr, quelques semaines auparavant, il y a cette fameuse affiche dont je vous ai montré dans beaucoup de libre antenne de discussion Hall of Fame, excusez-moi, et c'est parce que c'est extrêmement important de vous montrer à chaque fois les covers des boxeurs concernés par Sport Illustrated. Il y a Marvelous qui gagne contre Hearns et Marvin Marvelous Hagler, évidemment, qui sera toujours vu et qui se vivra lui-même comme un petit peu le vilain petit canard du Fabulous Four, à tort ou à raison. Et moi, je vais vous dire un petit peu à tort, puisque les années 80, pourquoi Marvin Hagler est important? Parce que Marvin Hagler, dans cette période de temps où en fait, vraiment, même si sa carrière est déjà très importante dans les années 70, simplement, vous prenez 80, et même, je te dirais même presque 82 à sa fin de carrière, et même après, puisque son aura va continuer, 82-90, Marvin Hagler va avoir 9 couvertures de Sport Illustrated. 9. Alors effectivement, sur une période qui sera plus longue, Sugar Ray en aura plus. Sugar Ray aura 12 couvertures. Mais Hagler en aura 9. Hagler a beaucoup plus de couvertures de Sport Illustrated que d'autres légendes du sport. Tu vois, que d'autres, je vous ai parlé de Carl Lewis et John McEnroe, entre autres, mais il en aura plus que Bjork. Il en aura plus, si je ne me trompe pas, il en aura plus que beaucoup que Ayrton Senna d'ailleurs. À voir s'il en a plus que Wayne Gretzky, et ça c'est important, je ne suis pas sûr, il faudra que je vérifie, parce que Wayne Gretzky était une grosse star. Donc le facteur star se notait au nombre de couvertures de Sport Illustrated, bien plus qu'au nombre de couvertures de Ring Magazine. Vous comprenez? Être une star en général, connue de tous, hommes, femmes, amateurs de football comme amateurs de baseball, amateurs de hockey comme amateurs de golf. Voilà. Marvin Hagler était un nom que tout le monde connaissait, et ce magazine qui est une institution, je vous rappelle, dans les années 80, qui a son firmament. Voilà. Donc vous comprenez que c'est une rampe de lancement à chaque fois ultra intéressante. Par exemple, pour véritablement en finir là avec Marvin Hagler a le même nombre de covers, c'est-à-dire 9, qu'une autre figure américaine ultra importante, c'est O.J. Simpson. Ils ont exactement le même nombre de couvertures. Pour vous redire un peu
à quel niveau se plaçait Marvin Hagler. Voilà, parce qu'on a tendance évidemment à l'oublier. Et donc les figures, les grandes figures boxe, eh ben, finalement, plus que Ring Magazine, c'est Sport Illustrated qui les a imposés au plus grand nombre, puisque c'était un magazine beaucoup plus généraliste. Voilà. Alors arrive une décennie de transition. Une décennie de transition qui sont la décennie des années 90. Puisque cette décennie-là, on va avoir un petit recul, un léger pour l'instant, un léger recul des couvertures box de Sport Illustrated. Ça va commencer à diminuer dans les années 90. Bien sûr, évidemment, quand il y a le grand procès de Mike Tyson, bien sûr, ça revient au goût du jour. Bien sûr, la figure de George Foreman, qui est là, et du pain béni pour les écrivains de sport. Donc on commence par là. Et puis il va y avoir la solidification de l'aspect star d'un homme, grâce notamment à son combat contre George Foreman, c'est Evander Holyfield. Evander Holyfield obtient sa grande première couverture de Sport Illustrated grâce à son combat, qui est un combat magnifique, magistral, incroyable de Warrior contre George Foreman. Je vous en parle souvent. Et à partir de là, Holyfield va avoir sa place, va devenir une star dans la société américaine. Évidemment, en 92, ce combat hallucinant contre Eddie Box fera aussi la une. Voilà. Mais ce qu'on on a moins vécu en France, je vous en ai déjà parlé, et qui a été grave vécu aux États-Unis, c'est le retour de Evander. Et dans le deuxième combat contre Eddie Box, qui gagne. Et ça a été vu comme une renaissance, et comme quelqu'un qu'on... Evander, la magnificence de Evander est là aussi. Et finalement, Evander aura la chance dans une décennie d'avoir 7 couvertures de Sport Illustrated, mais on va y revenir. Pourquoi ? Parce que les années 80 aussi, alors que bizarrement, Oscar de la Hoya, dans les années 90, n'aura pas de couverture de Sport Illustrated, ce qui m'a beaucoup étonné. Mais il va avoir aussi, finalement, la troisième couverture concernant Evander Holyfield qui impacte la société, c'est ce top upset de 1996 contre Mike Tyson. Ce Mike Tyson, dont Sport Illustrated, je vous avais dit, a fait un glissement où on voyait Mike, non plus sur l'angle sportif seulement, mais sur l'angle du débat de société. Regardez cette affiche. Et donc, Evander, là, grâce à ça, Sport Illustrated va, bien sûr, faire pousser à mort et vraiment mettre le paquet sur la revanche de 97, 28 juin 97. Et c'est là où je vous dis que ce 28 juin 97 a été le Waterloo pour la boxe. Puisque de cette Bérésina, qui a été un mal, je vous l'ai dit, un mal profond, et ça a été l'arrêt, quelque part, l'arrêt de mort de la boxe, notamment dans cette institution généraliste de Sport Illustrated. Si l'équipe magazine existe, c'est parce qu'il y a eu Sport Illustrated, ne vous inquiétez pas. Voilà, cette date, c'est le Waterloo de la boxe. Et cette cover qui arrive donc la première semaine de juillet 1997 marque l'arrêt de l'intérêt de cette institution pour la boxe. Ça va se dégrader, mais d'une force, d'une puissance. C'est une chute vertigineuse à partir de 97. Evander aura, parce qu'il a créé ce stardom, parce que cette figure est ultra importante, aura encore la chance d'être la dernière affiche, le dernier numéro de l'année 97. Il sera la figure, il y aura encore un sujet sur lui. Voilà, pour vous dire. Mais dans ces années-là, je vous renvoie notamment à un épisode de Friends
où les filles dans Friends se battent pour obtenir une sorte de publicité en carton à taille réelle de Evander Holyfield, où les filles, Monica et les autres se battent pour l'avoir chez elle, pour le prendre chez elle. T'as capté. Pour vous dire, ça illustre bien le niveau de staritude d'Evander. Voilà. Mais à partir de là, c'est donc à partir de 98, c'est une chute vertigineuse de l'intérêt pour la boxe. Véritablement. Et on a ce phénomène que je vous explique. On peut vraiment, véritablement dater et marquer, grâce à ça, Sport Illustrated est un indicateur, est un signe du fait que la boxe est devenue un sport de niche. Et pour vous dire, les années 2000, la décennie 2000-2010 va être une décennie avec tout simplement 2 covers, 2 sujets principaux du magazine concernant la boxe. Seulement 2. Alors que dans les années, des années 60, 70 et 80, il était extrêmement rare de voir une saison, c'est-à-dire le printemps, été, automne, hiver, de voir une saison sans aucune cover concernant la boxe. En feuilletant, là, encore avant de commencer l'émission, en feuilletant rapidement, j'en ai noté 2. En 30 ans, 2. Il doit en avoir certainement peut-être un petit peu plus, mais c'est extrêmement rare d'avoir 4 mois sans aucun sujet box. Extrêmement, sans aucune cover box. C'est extrêmement rare. Entre Mohamed Ali, entre Joe Frazier, entre Roberto Duran, comme je vous dis, qui est une figure, peut-être la figure des années 70 pour Sport Illustrated, et les années 80, on n'a jamais vu ça. C'est un désert. Les années 2000 sont un désert. 2 affiches. La première concernant Mike pour son combat, avant son combat contre Lennox Lewis. Voilà. Où encore une fois, on se pose des questions sur Mike. Voilà. Et l'autre concernera le méga fight des années 2000. C'est-à-dire Oscar de la Hoya et Floyd Mayweather. Ça sera finalement pour Oscar jusqu'en 2010 et pour Floyd, ça sera l'unique cover Sport Illustrated les concernant. Ça arrive en 2007, excusez-moi je dis 2006 tout à l'heure, ça arrive en 2007 et ça sera l'unique cover les concernant. Et ce qui vous dit que ce combat, alors que le sport était devenu une niche, ce combat avait réussi à sortir mondialement et médiatiquement de la niche dans laquelle la boxe était enfermée. Et quel effort il aura fallu faire. Et là encore, c'est un indicateur, et là encore, c'est un signe de ça. Voilà, il a fallu ce méga fight pour avoir la dernière cover box de Sport Illustrated. Alors, par la suite, ça sera une bérésina complète. Cet almanach s'arrête en 2010. Mais dans les années 2010, le seul sera aussi concernant un autre méga fight bien dramatique. Et d'ailleurs, la qualité même, je dirais la qualité du magazine, qui est devenu bien plus un magazine de société, un magazine peut-être un peu plus, comme on dit politiquement, BS, bien moindre, et limite casu, notamment sur ce double numéro concernant Pacquiao et Mayweather. Voilà, bien mal leur en a pris. Voilà, donc Sport Illustrated, en tout cas en termes historiques, Sport Illustrated c'est magnifique parce que c'est un cas d'école, c'est un indicateur ultra pertinent pour savoir qui ont été véritablement les légendes aux yeux de tous, aux yeux plutôt du plus grand nombre, aux yeux des médias généralistes. Et j'espère que je vous aurai intéressé avec ça. Mais voilà, au travers de cette institution sportive, on peut voir les différents statuts que la boxe a eu. Du statut de sport le plus noble au statut d'un sport complètement mainstream qui dépassait
qui dépassait même l'intérêt d'autres sports, hein, de ligues majeures. Hein. L'intérêt pour le hockey était bien moindre que pour la boxe, l'intérêt pour le golf aussi était bien moindre, et en quoi, au fil des années, et à des dates précises, le sport a complètement, enfin, l'intérêt pour ce sport a complètement été freiné, s'est amoindri comme peau de chagrin pour que la boxe devienne, en termes institutionnels, devienne un sport de niche et donc une culture de niche. Donc à nous de ressortir cette grande culture qui existe et de ces grandes stars. Voilà, j'espère que je vous aurai intéressé par cet aspect. Moi, ça m'a fait plaisir de vous en parler, vous le savez bien. Puis nous, on se retrouve pour d'autres aventures pugilistiques sur la page. N'oubliez pas, j'oublie toujours, n'oubliez pas évidemment de vous abonner si ça vous a intéressé, de liker. Voilà, le dislike, tu fais ça pour une autre fois. Et puis, je vous embrasse, je vous dis, portez-vous bien, on se rejoint bientôt pour une autre discussion Hall of Fame et une autre libre antenne. Portez-vous bien. Ciao. Bam.